Dans les 40 dernières années, 50 dernières années, on faisait vivre une expérience spéléologique aux gens, donc une aventure au centre de la Terre, donc c'était un peu mystérieux, un peu mystique. Les gens, ce qu'ils nous disaient quand ils visitaient le site, on a été interpellés par la caverne, mais on découvre un site. On découvre une belle nature. Bon, tu veux entendre toute l'histoire? Du début? Alors, il y avait Adam et Ève au paradis terrestre. Le site a commencé au début du siècle lorsqu'ils ont construit une centrale hydroélectrique. C'était un entrepreneur privé et quelques années après, c'est la compagnie Saint-Raymond Paper qui est située à Desbiens, qui avait une usine de pâte et papier, qui a fait l'acquisition de la centrale et du barrage. Et c'était pour alimenter en électricité son usine. Alors là où nous sommes, il y avait l'ancienne conduite d'eau qui passait donc exactement au même endroit et qui nous amenait jusqu'au barrage qui est derrière nous. Et à l'époque, les gens marchaient dessus, particulièrement les travailleurs qui partaient de la centrale pour aller jusqu'au barrage pour faire les travaux d'usage. Nous, ce qu'on a fait, dans le fond, quand on a décidé de reproduire la conduite d'amener d'eau, la forme est comme des cerceaux. Alors, c'était pour rappeler les fameux cerceaux qui maintenaient le bois en place. Comme on voit, c'est un pavage, on marche à l'intérieur, c'est ajouré dans les côtés. Donc, ça permet aux gens une proximité de la rivière et des belles vues sur la rivière ainsi que sur la paroi. Chacune des sections, qui fait 15 pieds, donc chacune des sections pèse 3000 livres. Ça a demandé 36 voyages d'hélicoptère, donc héliportage. Généralement, on a accès facilement au site qu'on a à intervenir, tandis qu'ici, le site est quand même difficile d'accès. Et nous, ce qu'on vend, c'est la nature. Donc, on ne voulait pas dénaturer le site, faire un chemin, amener des grues, des grosses machineries, puis se déplacer de tout ça, par exemple, avec de la machinerie. Alors, c'est pour ça que le choix de l'hélicoptère s'est imposé par lui-même, parce que ça nous permettait de garder le site intact. Alors, c'est pas une reproduction, je dirais, identique, sauf que ça donne aux gens l'opportunité de marcher un peu dans l'histoire puis de faire un lien avec l'histoire de l'époque. Donc, on a un patrimoine industriel qui est intéressant à cause des vestiges de la centrale hydroélectrique. Et en plus de reproduire cette conduite-là, qu'on appelle maintenant promenade de la conduite d'amener d'eau, ça permet aux gens de se rendre jusqu'aux vestiges de la centrale hydroélectrique. On peut voir, par exemple, l'ancienne conduite d'amener d'eau, on voit le diamètre, hein? Donc, on a une façade du vestige. La partie en bas, si on veut, le soubassement, était là où étaient situées les turbines et les gens maintenant franchissent ce vestige-là par la partie supérieure, là où il y avait 2 logements. Donc, il y a 2 travailleurs qui, avec leur famille, demeuraient dans la partie supérieure. Alors, imaginez qu'ici, autour, c'était le terrain de jeu des enfants. On ne ferait plus ça aujourd'hui parce qu'on ne laisserait pas les enfants libres comme ça en pleine nature sur le bord d'une rivière aussi tumultueuse. C'était séparé sur la longueur, hein? Et il y avait un logement de ce côté-là, un logement de l'autre bord. Donc, à gauche ici, c'était la partie cuisine. Au centre, là où on voit une fenêtre, c'était la chambre des maîtres. Et à l'autre extrémité, à droite, c'était la chambre des enfants. Imaginez qu'une famille, puis à l'époque, ils étaient quand même assez nombreux, ils vivaient ici. Les travailleurs étaient ici, donc ils pouvaient aller aux machines en bas. La centrale, le barrage, la maison, ça a été laissé à l'abandon en 1967. Alors, on présume que la compagnie s'est raccordée au réseau de Hydro-Québec, dont la fondation est autour des années 1962-64. Alors, on peut imaginer facilement que c'était plus avantageux pour eux, à ce moment-là, de se raccorder au réseau électrique national plutôt que d'entretenir des équipements ici. Le maire de l'époque, M. Audette, a cru que le site avait un potentiel touristique et il a commencé à aménager pour pouvoir l'ouvrir aux visiteurs, aux touristes, d'abord aux spéléologues, aux géologues et ensuite de ça, le grand public. Alors, mon nom est Jerry Desmolles, directeur général de la Société récréo-touristique, propriétaire de 2 marques de commerce, dans le fond, le Camping Blanchet et le parc de la Caverne Trou-de-la-Fée. Quand c'est des petites entreprises comme les nôtres, bien, il faut toucher un peu à tout. Donc, il faut être, je dirais, multidisciplinaire. On touche les communications, les relations publiques, la gestion des ressources humaines. Je me plais des fois à dire que je suis celui qui fait les commissions, je m'organise pour que ça marche. Quand on parle de développement, par exemple, bien, effectivement, il y a des programmes qui existent tant au niveau fédéral que provincial. Oui, il y a des démarches à faire. Il faut frapper aux portes, rencontrer les gens, les convaincre que notre entreprise a de l'avenir ou de l'intérêt ou pourrait se développer. Il faut présenter, il faut vendre nos idées. Et particularité, nous, on est un OSBL, un organisme à but non lucratif,
qui s'autofinance à même ses revenus d'opération. Donc, il n'y a pas de subvention récurrente. Alors, on est complètement autonome. Ça, c'est sûr que c'est un exercice qui, pour nous, demande là, une attention très particulière et un suivi très serré, je dirais, des finances. Parce qu'à la fin de l'année, si ça n'arrive pas, le banquier, là, il n'appelle pas la ville, il nous appelle nous autres. Nous, l'hiver, on prépare la prochaine saison parce que toute la commercialisation, souvent tout ce qui est imprimé, par exemple, magazines, guides touristiques, etc., tout ça va se ficeler, si l'on veut, avant Noël. Souvent, je compare ça un peu comme les gens qui ont des boutiques de linge. Hein? Ils achètent le linge d'hiver en été puis le linge d'été en hiver. Le visiteur qui vient dans la région, il veut en avoir le plus possible pour son argent, entre guillemets, et il veut en avoir le plus possible. Donc, il faut offrir une diversité, une variété. Moi, je dirais que la vraie compétition, c'est international, c'est mondial maintenant. Hein? La planète est devenue comme un village. Quand j'étais plus jeune, le mon oncle qui avait pris l'avion à Noël, on en parlait 3-4 Noëls de fil. Hein? Il a pris l'avion, lui. Aujourd'hui, c'est devenu presque banal. Nos compétiteurs, c'est Paris, c'est Dubaï, c'est la Chine. C'est vraiment plus là, la compétition, qu'entre nous. Entre nous, je dirais, c'est un petit challenge, parce qu'il faut que les gens nous choisissent quand même, là. Parce qu'on veut que les gens, quand ils repartent de chez nous, qu'ils aient pas l'impression, mais qu'ils soient convaincus qu'ils ont été bien servis et qu'on a pu répondre à leurs besoins et à leurs goûts. Donc, partir du vestige de la centrale hydroélectrique ici, pour pouvoir se rendre jusque sur les passerelles accrochées, il y a à franchir un pont suspendu, donc un pont suspendu d'à peu près, je dirais 15 mètres, 50 pieds. Pour les gens, c'est un petit feeling. Alors, nous sommes sur les passerelles accrochées au Cap de Roc. C'est 205 mètres de long, fixé, ancré après la paroi de roc à 8 mètres de hauteur au-dessus de la rivière. Donc, c'est exceptionnel, c'est unique. Et cette installation-là, les gens nous le disent toujours, c'est comment vous avez fait pour installer ça. Donc, on parlait tout à l'heure de la promenade de la conduite d'eau, 36 voyages d'hélicoptère, mais ici, ça a nécessité 104 voyages d'hélicoptère. D'abord, ils l'ont fait comme un jeu de mécano, pièce par pièce. C'est donc des cordistes, des hommes araignées qui sont venus ici. C'est une entreprise dont le siège social est à Grenoble, en France. Ils travaillent en Europe, bien sûr, en Amérique du Nord et en Chine. Et pour eux, c'était la première fois qu'ils construisaient une passerelle semblable. Ils ont pris des mesures, envoyé ça à leurs ingénieurs en France qui, eux, ont déterminé le matériel, la grosseur des matériaux, les ancrages, etc. Et par la suite, des ingénieurs québécois ont validé la chose parce qu'il faut dire que ce genre d'installation-là n'est pas construit en fonction du poids des personnes nécessairement, mais en fonction du poids de la neige. Parce que les hivers québécois, c'est pas comme en France, c'est pas comme ailleurs. Donc, le poids de la neige, lorsque la neige est mouillée, entre autres, et que c'est rempli de neige, que ça déborde la passerelle, il faut comprendre qu'au pied carré, c'est un poids qui est énorme, beaucoup plus pesant là, que si on est 3 ou 4 ou 5 ou 10 personnes en même temps sur les passerelles. Alors, tout a été construit en fonction des charges de neige. Donc, c'est comme si on marchait sur un trottoir de 1,20 m, 4 pieds de large, en plein centre-ville, sauf qu'on est à 8 mètres de hauteur au-dessus de la rivière, ancré après la paroi de roc. Et toutes ces installations-là, comme on peut le remarquer, se marient très bien avec le paysage. Ça ne détonne pas d'avec la nature. Les couleurs qui ont été choisies, par exemple, pour la conduite d'amener d'eau, ça a été choisi en fonction de la nature. Et le bois qui est ici, qui est du mélège, qui a été acheté dans la région, comme vous voyez, il est devenu comme gris, qui se marie très, très bien avec la paroi de roche. Reconnue comme merveille naturelle au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la caverne du Trou de la Fée se distingue des cavités rocheuses avoisinantes par ses caractéristiques géologiques. Contrairement à la majorité des grottes qui sont formées par l'érosion de roches friables, telles le calcaire ou le grès, la caverne du Trou de la Fée est le résultat d'un accident géologique extraordinaire. Lors de la dernière période glaciaire qui prit fin il y a environ 12 000 ans, l'énorme poids de la glace produisit une cassure dans la croûte terrestre. Au moment du retrait des glaces, les deux parois glissèrent l'une contre l'autre, créant par le fait même un couloir de 68 mètres de longueur par 3 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur. Outre ces caractéristiques géologiques qui la rendent unique au Canada, la caverne possède un autre trait distinctif, la présence de chauves-souris. En effet, après avoir passé l'été dans des régions plus chaudes à élever leurs petits, ces dernières apparaissent en septembre pour la période de l'accouplement, suivie d'une hibernation qui dure jusqu'au dernier jour de mai.
Accusées d'être des suceuses de sang, les chauves-souris sont au contraire insectivores et permettent par leur présence de régulariser les populations d'insectes. À ce jour, il s'agit du seul lieu d'hibernation pour chauves-souris protégées au Québec. Les chauves-souris ne sont pas les seuls à avoir occupé la caverne. La légende veut que durant la Deuxième Guerre mondiale, des conscrits s'y soient cachés pour éviter le service militaire. Leur survie a été assurée par des femmes de travailleurs qui leur apportaient à manger. Une de ces femmes ne serait-elle pas la fameuse fée de la légende? Ou ne serait-ce pas plutôt cette mystérieuse tache dans le roc? La caverne possède son lot d'énigmes, et la seule manière de les élucider, c'est d'aller la visiter. Quand on parle de tourisme, il faut faire vivre une expérience aux gens. Donc, la nature qui est là, de la mettre à profit et de surtout permettre aux gens de pouvoir en profiter, l'observer, puis dans le fond, de vivre un ressourcement. Quand les gens viennent ici, ils se promènent lentement. D'ailleurs, on ne dit même pas que c'est de la randonnée, hein? C'est une marque d'observation. Il faut apprécier la nature, prendre le temps. Il y a des photos à prendre à tous les 50 pieds, je dirais, parce qu'on se tourne juste de côté, puis c'est un autre paysage, c'est un autre panorama. Tout change constamment à chaque pas qu'on fait. On dirait qu'on est comme dans 2-3 mondes différents. Lorsqu'on a amorcé la réalisation de nos projets, on a ajouté le mot « parc » à Caverne Trou-de-la-Fée pour ouvrir les horizons des gens, parce que Caverne Trou-de-la-Fée, bien sûr, ça nous colle à la peau, mais c'était un peu réducteur comme nom. Donc maintenant, le parc de la Caverne Trou-de-la-Fée, on a entrepris notre plan de développement et il y a encore plein d'idées. D'ailleurs, on fait face à un heureux problème, c'est que ça marche. L'achalandage augmente et la capacité d'accueil de la caverne devient de plus en plus limitée. Il serait facile de l'agrandir, 2 ou 3 bâtons de dynamite, puis ça serait fait, sauf que c'est pas ce qu'on souhaite. On veut pas dénaturer la caverne. Donc, ce qu'on aimerait, c'est de forer un tunnel de sortie à la caverne pour permettre une circulation en continu plutôt que faire un aller-retour comme on fait actuellement. Donc, il y a encore plein de projets et quelques idées folles, j'oserais dire, parce que les passerelles accrochées nous ont donné 2 ou 3 idées, puis dans un avenir plus ou moins rapproché, certainement qu'on en réalisera quelques-unes. Quand on réalise toute l'ampleur des travaux qui ont été faits en 1920, puis qu'on compare avec ce qu'on a fait nous, c'est sûr que pour les gens, ça fait un parallèle qui est intéressant. C'est des installations, même s'ils sont d'envergure, ne prennent pas beaucoup de place dans le visuel du paysage. Et c'est ça qui est intéressant, parce que les gens disent « vous avez respecté la nature ».